52% de jeunes filles victimes de mariage forcé au Burkina Faso, selon le rapport annuel de l'ONG Save the Children. L'organisation tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la célébration de la 11e journée internationale dédiée à la fille. Il faut des mesures urgentes pour bouter le phénomène hors de nos frontières, a-t-elle clamé hier. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans cette édition, nous irons également au ministère en charge de la culture où militants du Sinatract et dirigeants ne semblent plus filer du bon coton. Le syndicat qui dénonce une nomination injuste appelle les autorités à revoir leur copie sous peine de voir ses militants en grève. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, 11 octobre 2023, la jeune fille est à l'honneur dans pratiquement tout le monde entier. Marquée à New York par l'UNICEF et Plan International, l'événement se tient sous fond d'interpellation des dirigeants et hauts responsables, à quelque niveau que ce soit, à travailler de sorte à ce que les filles influencent activement les politiques gouvernementales, les pratiques commerciales et les priorités de la recherche. Même son de cloche sur le plan national où l'édition 2023 est marquée par une conférence de presse régionale organisée par l'ONG Save the Children ce 10 octobre à son siège à Ouagadougou. Elle a pour but d'aider à amplifier la voix des jeunes filles dans la réclamation de l'effectivité de leurs droits partout dans le monde. Ici, ce sont les mariages forcés qui volent l'enfance des jeunes filles qui sont combattus car selon le rapport annuel 2023 de l'organisation, plus de 29 millions d'adolescents vivant dans 10 principaux pays à haut risque climatique dont le Burkina Faso subissent le mariage forcé. Les précisions de Océane Daboné, Anicette Sebgo et Maxime Ilboudou. Plus de 52% des jeunes filles au Burkina Faso subissent le mariage forcé. C'est ce qui ressort du rapport annuel 2023 de l'ONG Save the Children. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée chaque 11 octobre, l'organisation Face à la presse tire la sonnette d'alarme. Elle estime que le Burkina Faso est l'un des 10 premiers pays où les filles sont confrontées à ce fléau. Si vous suivez les engagements de Save the Children, cette journée est importante parce qu'elle nous appelle à nous recadrer, à nous réorienter sur des thématiques clés du moment qui sont notamment le mariage des enfants. La conférence de presse d'aujourd'hui, c'était pour vraiment attirer l'attention des médias d'abord, mais aussi par ricochet des décideurs pour qu'ils prennent en compte cet élément-là pour une meilleure protection de la jeune fille contre ce phénomène-là qui s'aggrave avec les situations de changement climatique. Cette journée a servi de cadre pour l'ONG pour mettre en lumière les jeunes filles engagées dans la lutte pour les droits des filles. Pour Ange Gaël Yogo, élève en classe de terminale D, l'éducation est l'un des moyens pour réduire le nombre de mariages d'enfants. Aux jeunes filles qui sont à l'école, je vais commencer à leur donner. Je peux leur dire de se battre à l'école afin de réussir, parce que lorsqu'une fille reçoit une éducation de qualité, elle est appelée à devenir une femme indépendante et elle peut aussi participer au développement de son pays. Et moi, j'aimerais que de nos jours, comme on le dit en Afrique, la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, je dis non, la femme, c'est plus que ça. À l'instar du Burkina Faso, 5 autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre font partie des 10 pays où les filles font face à ce phénomène. Il s'agit du Tchad, de la Centrafrique, de la Guinée, du Mali et du Niger. Le rapport estime que 29,9 millions d'adolescentes vivant dans ces pays sont mariées sans leur consentement. Voilà un reportage de Anicette Sebgo, Océane Daboné, avec plutôt la voix de Abdoulaziz Sarré. Autre journée marquée hier au Burkina Faso, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Marquée par Médecins sans frontières, c'était l'occasion pour cette ONG de faire le bilan de ses interventions dans le pays. Les chiffres font état de près de 5000 personnes dans le viseur de la santé mentale. Plus de précisions avec Bamouri Traoré et cette fois Maxime Ilboudou.
Près de 5000 patients ont bénéficié de consultations sur la santé mentale selon Médecins sans frontières au premier semestre de l'année 2023. Des résultats présentés à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale commémorée ce 10 octobre. Dans cette situation au Burkina Faso, nous recommandons à la population du Burkina Faso de se rapprocher des structures sanitaires pour leurs consultations, parce que c'est vrai, il est bien vrai qu'au niveau au sein de la population, il y a quand même des cas de santé mentale qu'on ne peut pas déceler quand on est dans la communauté. Mais une fois être dans une structure sanitaire, les personnels médicaux peuvent déceler rapidement de qu'est-ce que tu souffres. Et ils peuvent les orienter vers les spécialistes pour leur prise en charge. Hormis ces actions en lien avec la santé mentale, Médecins sans frontières intervient aussi dans la prise en charge des populations déplacées au Burkina Faso. L'ONG fournit notamment des soins médicaux essentiels, des services de santé reproductive et une assistance nutritionnelle aux enfants et aux femmes enceintes. C'est pour montrer un peu aussi l'importance de cette thématique-là, qui est de plus en plus qu'on voit que ça prend un peu d'ampleur dans des pays à conflit, ici dans les pays sous-développés. Donc pour demander aussi à nos gouvernants de mettre aussi des moyens aussi pour la prise en charge de ces malades-là, qu'on voit que ce n'est pas bien développé dans ces pays-là. Et aussi interpeller la population de sortir pour se faire consulter dans les structures sanitaires. Depuis plus de 25 ans, Médecins sans frontières est aux côtés des populations burkinabées. Elle intervient dans 5 régions du Burkina Faso que sont le Centre-Nord, l'Est, la Boucle-du-Moun, les Hauts-Bassins et le Sahel. Et puis, la gendarmerie nationale chargée, entre autres, de veiller à la sécurité des personnes et des biens a désormais un nouveau patron. Nommé par décret présidentiel du 4 octobre dernier, le lieutenant-colonel Kouagri Natama a officiellement pris le bâton de commandement hier 10 octobre. Le tout nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale dit placer son mandat sous le signe des bonnes pratiques en matière de communication, entre autres, dans ce contexte de crise sécuritaire. Et vous allez le voir, pour sa première prise de parole dans la peau de chef d'état-major de la gendarmerie nationale, il apporte un démenti aux rumeurs qui font planer l'ombre d'une dissolution sur l'institution. La passation de charge entre le lieutenant-colonel Evrad Somda et le lieutenant-colonel Kouagri Natama en son et en image avec Archimède Boy. Dès sa prise de commandement ce 10 octobre, le lieutenant-colonel Kouagri Natama, nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale, tente de rassurer ses éléments au sujet de rumeurs faisant état depuis quelques semaines d'une éventuelle dissolution de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Une situation exacerbée par l'influence des réseaux sociaux au point de laisser planer l'idée d'une éventuelle dissolution de la gendarmerie. Cela a contribué à semer la psychose dans les rangs des gendarmes et au sein de la population. À cette tribune, je voudrais rassurer officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires qu'il n'en est absolument rien. Celui qui remplace désormais le lieutenant-colonel Evra Somda, en poste depuis février 2022, est titulaire d'un master en relations internationales, option sécurité et défense de l'université de Nouakchott, en Mauritanie. Le lieutenant-colonel Kouagri Natama veut mettre son commandement sous le signe des bonnes pratiques de communication. Nous allons travailler à préserver le moral de nos hommes par une circulation fluide de l'information vraie. Pour ce faire, la direction de la communication des relations publiques, de concert avec celle de l'informatique et en coordination avec la DCRPA de l'EMGA, travaillera à mettre en place des mécanismes à même d'assurer une circulation efficace des informations du haut vers le bas et vice-versa avec des moyens de contrôle. Il veut aussi travailler à préserver l'image républicaine de son institution, surtout dans ce contexte marqué par les opérations de reconquête du territoire national. Nous renforcerons notre engagement dans la lutte auprès de nos frères d'armes, des VDP et des laboureuses populations sur l'ensemble du territoire. Il ajoute par ailleurs que la gendarmerie incarne des valeurs telles que la loyauté et elle le restera
vis-à-vis des autorités de la transition. Marié et père de 4 enfants, le lieutenant-colonel Kouagri Natama, âgé de 57 ans, était jusque-là commandant de la première région de gendarmerie à Kaya dans le nord, région où était basé le régiment du capitaine Ibrahim Traoré avant sa prise du pouvoir le 30 septembre 2022. Et pendant que le lieutenant-colonel Kouagri Natama tente de rassurer ses troupes au département en charge de la culture, il y a des grincements de dents. La nomination d'instituteurs certifiés au poste de directeur provincial de la culture, des arts et du tourisme du Kouri-Tenga en Conseil des ministres du 6 juillet dernier en est la cause. Alors, le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme Sinatract prévient, si rien n'est fait pour corriger cette nomination qui s'apparente à une injustice, voire un acte illégal, ces militants pourraient se faire entendre par la voix de la manifestation. Les explications de Yolande Galbané et Maxime Ilboudou. Les militants du syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme au Sinatract, très remontés contre les premiers responsables en charge de la culture. Ils reprochent à ces derniers d'avoir violé la loi 002-2023 de l'ALT portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Cette loi stipule à son article 20 que nul ne peut prétendre à une nomination dans une fonction technique s'il n'a de compétences métiers en adéquation avec les exigences de la fonction. Pourtant, selon le Sinatract, les responsables en charge de la culture auraient nommé un enseignant du primaire qui relève du ministère de l'Éducation nationale au poste de directeur provincial de la culture, des arts et du tourisme du Kouri-Tenga, au détriment des agents du département en charge de la culture. Quand on prenait présentement à la DR Centre S, nous avons assez d'argent, des cadres qui sont assis là-bas, qu'on peut nommer. Je ne vois pas en quoi un enseignant qui a été formé s'en sortirait mieux dans ce travail que celui qui a été formé à l'EDAM. Je vous rappelle que nous, on a été formés 2 ans dans ces différents métiers. Nous savons que nous avons des compétences à la matière. Et si maintenant on sort et qu'on estime qu'on n'est pas à mesure d'assumer, mais autant fermer nos formations à l'ENAM et continuer à nommer des enseignants à nos emplois. Et c'est fini. Pour le syndicat, dans la logique de la gestion vertueuse des affaires de l'État, de telles pratiques devaient être révolues. Cette loi-là, les autorités ne sont pas venues trouver ça. C'est eux qui l'ont adoptée. Depuis longtemps, nous, on a mené ce combat, mais il n'y avait même pas de base juridique. Nous, on a dit tout simplement, quand on forme quelqu'un pour un emploi, il faut que la personne joue son rôle dans cet emploi. Mais il n'y avait même pas de base juridique. Mais maintenant, on a adopté une loi qui consacre cela. Donc nous leur demandons tout simplement de respecter les termes de la loi qu'eux-mêmes ils ont librement adoptée. C'est tout simplement ça. Le Sinatract se veut clair, il ne s'inscrira pas dans un syndicalisme d'accompagnement aveugle. C'est pourquoi, face aux dérives, nous dérogerons à notre rôle sacré de défense des intérêts des travailleurs allègrement foulés aux pieds. En tout état de cause, nous prenions le ministre Emmanuel Ouédraogo comme seul responsable de la détérioration future du climat de confiance et de travail au sein du département par ses choix hasardeux au moment où les travailleurs ne demandent qu'une juste application des textes, gage de paix et de sérénité pour tous. Tout en espérant une suite favorable à leurs revendications, le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme n'exclut pas un sit-in, voire une grève, si toutefois les premières autorités ne revoient pas leur copie. On en vient à la page entretien de ce journal et nous recevons pour vous l'artiste musicien Oskimo Issouf Savadgo à l'état civil. Oskimo, bonjour et bienvenue. Ouais, voilà, le gouvernement de transition, vous le savez certainement, veut durcir le ton contre la consommation de boissons frélatées, alcoolisées, plus connues sous le nom de Koutoukou ou Kimapous. Vous êtes acteur de la lutte contre la consommation de boissons alcoolisées, de drogue en milieu scolaire. Comment vous accueillez cette mesure du gouvernement burkinabé? Oui, merci. Je pense que la mesure est bien.
Voilà, c'est vrai que depuis longtemps, on avait demandé quand même à réglementer cette consommation des vodis, des koudoukou, des tchourouchou dans les kiosques. Mais maintenant, bon, c'est vrai de prendre des mesures, mais il faut des mesures d'accompagnement. Voilà, il faut d'abord sensibiliser les vendeurs parce que, vous savez, tout ça, c'est un problème économique. Voilà, les gens qui le vendent, ils veulent de l'argent pour nourrir leur famille. Ceux qui en consomment aussi, ça détruit leur vie. Donc, il faut que, à la matière, on aurait voulu être associés pour qu'on mène des sensibilisations auprès des vendeurs et de changer de métier. Et puis aussi, en retour, pour voir comment interdire la vente. Parce qu'une chose est sûre d'interdit, mais est-ce que ça ne va pas tomber dans le marché noir comme on voit dans le cas de la drogue? Parce que vous savez, la drogue n'est pas vendue dans une boutique au Burkina ici, mais elle est beaucoup consommée par les jeunes. Parce que tout simplement, les jeunes essaient de se cacher chaque fois pour la consommer. Donc la loi là est bien, mais il faut vraiment veiller vraiment à la sensibilisation aux citoyens pour qu'ils comprennent qu'en réalité, on n'est pas contre eux, mais on veut vraiment un environnement sain où nos enfants vont bien grandir sans alcool, sans la drogue, parce que les enfants qui en consomment généralement n'ont pas l'âge. Voilà, on parle de 18 ans, vous allez voir des enfants de 12 à 16 ans qui en consomment, et là, c'est dangereux pour leur santé, et aussi, de plus en plus, on voit des questions de santé mentale qui s'installent chez les jeunes. D'accord. Voilà. Il faut le souligner, vous menez déjà ce combat à travers votre caravane Oskimotour, Jeunes propres sans drogue. Et là, nous sommes en pleine rentrée scolaire. Vous voulez mener des actions. Concrètement, il s'agira de faire quoi sur le terrain? Voilà, merci. C'est pour dire Oskimotour a fini d'hier la 16e édition. C'est projeté sur la 17e édition, très prochainement en 2024. Mais du temps que l'année vient de commencer, l'année scolaire vient de commencer, on a prévu une série de formations avec les parents et les parents d'élèves pour essayer de les expliquer un peu comment faire, comment suivre l'enfant, comment vraiment ne pas toujours être en porte-faux ou à défaut avec les fistons et les fistines. Voilà, quand je dis ça, les enfants, les filles et les garçons, pour qu'ils comprennent que leur bien-être là, c'est vraiment important pour les parents, parce qu'on veut que les enfants réussissent demain. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de se préparer pour ce mois-là déjà, commencer les formations et d'ici fin octobre, passer dans les lycées, parce que c'est début d'année, voir déjà avec les enfants quel est le comportement qu'ils ont en début d'entrée, et dans 2-3 mois, on revient encore pour essayer de faire une évaluation pour voir est-ce que le message que nous sommes venus passer en début d'année, est-ce que c'est passé? Et en même temps aussi, profiter, demander aux élèves de vraiment avoir un comportement responsable, de ne pas s'adonner à la drogue, de ne pas s'adonner aux alcools, à la cigarette, de se concentrer vraiment sur les études. Parce que pour devenir quelqu'un, c'est vrai que d'autres diront que l'école n'est pas forcément la réussite, mais l'école te permet quand même d'avoir un minimum pour pouvoir te défendre demain. Donc nous, notre combat ici, c'est vraiment la jeunesse, et aussi dire aux parents de ne pas seulement aller inscrire les enfants à l'école et puis se retourner s'asseoir là, de ne pas savoir quel heure l'enfant rentre, avec qui l'enfant est, vraiment l'enfant tourne où. Il faut savoir tout ça, mais c'est dans le respect. Ce n'est pas en criant sur l'enfant, ce n'est pas en insultant qu'on peut gérer ces cas-là. D'accord, vous avez tantôt parlé de formation à l'endroit des parents d'élèves. Comment participer à cette formation si d'aventure des parents qui nous suivent sont intéressés? Oui, il n'y a pas de... C'est pas payant, c'est gratuit. On va le faire à Saba. Voilà, et je pense qu'on a prévu d'ici le 20-25 de ce mois pour la formation. Mais c'est gratuit. On pourra peut-être laisser un numéro, un contact qui va permettre à ceux qui veulent participer, même si tu es n'importe où à Ouaga, c'est vrai que ça s'en va, mais bon, on ne pourra pas dire tout le monde de se déplacer à l'intérieur du pays, parce que très prochainement aussi, la caravane va rejoindre d'autres villes. Voilà. D'accord. Voilà, on parle de lutte contre la consommation de boissons frélatées. Nous voyons souvent des maquis ou des lieux de commercialisation de ces boissons-là aux alentours des écoles.
Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Qui parle de ce phénomène, parle de réglementation? Qu'est-ce qui est prévu dans vos actions? Bon, nous, en tant qu'une association de sensibilisation sur la drogue en milieu scolaire et l'alcool, on peut dire ça, c'est un peu peut-être, c'est au niveau administratif de, qu'on appelle ça, du ministère de l'Éducation. C'est à eux vraiment de voir ce côté, parce que nous, vraiment, on intervient vraiment pour vraiment éveil de conscience auprès des jeunes. Mais je trouve que ça allait être bien vraiment si le ministère, en fait, l'État dans l'ensemble, pouvait vraiment voir ça pour que ça diminue. Parce que nous, on ne peut pas aller là-bas pour leur dire, ah, ne mettez pas les maquis à 100 mètres ou à 200 mètres des lycées et collèges. Mais ça relève vraiment du ministère de tutelle pour vraiment veiller à cela. Et aussi aux responsables de ces établissements-là, à faire comprendre aux gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens veulent faire du commerce parce que les gens sont à la recherche du quotidien. Donc ça fait que les gens veulent, quand ils voient une place comme ça, tout de suite, on veut faire, quand ils arrivent au début, non, on veut préparer, ceci. Mais au bout de 6 mois, au bout d'1 année, on voit que la personne change de trajectoire. Mais c'est toujours, nous, parfois, ça arrive que moi, je passe dans certains endroits où je donne des conseils aux jeunes ou aux propriétaires du coin pour lui dire, ah, ce que tu vois là, je pense que ce n'est pas trop bien pour la santé des jeunes ou des gens. Donc, je pense que c'est la sensibilisation. Parce que là, parfois, les gens n'ont pas l'information. Et c'est pour cela que moi, au Skimotou, et avec mon équipe, toujours nous, on dit, il faut sensibiliser, il faut passer le message. Quand les gens sont sensibilisés, je pense que le risque, un peu, ça diminue, quoi. Voilà. Très rapidement, pour terminer, vous avez été invité au Congo à l'occasion des Jeux de la francophonie dans le cadre de vos actions de lutte contre la consommation des boissons frélatées, de la drogue. Faites-nous un point rapidement. Comment avant d'aller en RDC, j'étais d'abord à Niamey dans le mois de mai, ensuite en août. Et je me suis retrouvé du côté de la RDC. C'est vrai que là-bas, c'est le même problème, la drogue en milieu jeune. Et lors de la francophonie avec la Conféges, ça a été vraiment de passer mon expérience du Burkina Faso au Niger comme en RDC. Ils ont apprécié. Et je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire là-bas avec le ministère de la Jeunesse. Très prochainement encore, je vais me retourner encore pour pouvoir passer encore le message. Mais c'est pour dire que vraiment, la jeunesse africaine, j'en ai fait l'appel, il faut prendre conscience parce que les jeunes disaient là-bas que le gouvernement ne nous donne pas de travail. J'ai dit, mais si le gouvernement ne vous donne pas de travail, quand vous prenez la drogue, quand le gouvernement aura travail, il va donner à ceux qui ne se droguent pas. Donc, il est temps que vous arrêtez de consommer. Donc, ce message est même aussi pour la jeunesse burkinabé. En attendant, si on dit que le gouvernement ne donne pas de travail, il faut éviter d'être sous l'emprise de la drogue. Parce que quand le gouvernement aura du boulot, vous êtes en train de présenter le journal, on ne va pas vous envoyer un drogué présenter le journal. C'est ça. Voilà, merci donc d'être passé sur ce plateau, nous éclairer sur vos actions de lutte contre la consommation de la drogue et des boissons frélatées. En milieu scolaire, vous restez avec nous pour la suite de ce journal et je vous emmène à présent à l'église Saint-Charles-Luanga de Wayalguin où la chorale Moréphone, Notre-Dame du Rosaire de Wayalguin, célèbre ses 25 années d'existence. 25 ans à annoncer la parole de Dieu à travers chants et danses malgré les difficultés, notamment la perte de certains choristes. L'événement méritait que les choristes fassent une halte pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses multiples grâces. Océane Daboné a assisté à la célébration de ce jubilé d'argent. Elle nous en parle avec la voix de Maxime Ilpoudou. Des chants et des pas de danse à l'église Saint-Charles-Luanga de Wayalguin. C'est la chorale Moréphone, Notre-Dame du Rosaire de Wayalguin qui jubile de joie. Après 25 ans d'existence, elle marque une pause pour traduire sa reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. 25 ans d'existence de notre chorale, ça représente un symbole fort. Puisque 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Et voilà, 25 ans après, on a jugé nécessaire de marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour les grâces que nous avons reçues au cours de ces 25 ans écoulés et lui demander encore d'autres grâces pour les jubilés à venir. Et pour l'abbé Silver Yamuego, curé de la paroisse, le jubilé d'argent est d'un intérêt capital pour l'Église catholique.
Pour lui, c'est une occasion que les choristes doivent saisir afin de fortifier leur foi chrétienne. Le jubilé dans l'église est un événement important parce que c'est une remise à zéro, comme on peut dire, on remet les compteurs à zéro et on repart. Le jubilé est une occasion de remise de dette. Voilà, remise de dette où le Seigneur recrée en fait son peuple en le réconciliant avec lui et en réconciliant les membres entre eux. Et c'est l'occasion pour l'Église aussi d'offrir ce qu'on appelle les indulgences, qui sont une remise partielle des péchés que nous avons pu commettre ici. Et il y a une indulgence plénière également. Des conseils et des bénédictions prodigués par le parrain de la cérémonie. Apollinaire Malgoubri invite ses filleuls à cultiver l'amour du prochain au sein de la chorale. On vient à la chorale, on est choriste par amour pour Dieu. On ne s'engage pas pour quelqu'un, on ne s'engage pas pour le voisin, ni pour son papa, ni pour sa maman. Ils sont tous là à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a ses commandements. Son premier, c'est quoi? Aimer Dieu. Son deuxième, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc, cet amour également doit vivre ça au sein de la chorale. La chorale Morefo Notre-Dame du Rosaire de Wayalguin compte à ce jour une centaine de choristes. Pour les prochaines années, la chorale entend travailler à améliorer les connaissances de ses membres sur les techniques de chant et de prise de voix. L'idée est de servir au mieux l'Évangile. Sport, football à présent avec des nouvelles du championnat national. Après 5 journées de contre-performance, COSAF a finalement retrouvé le sourire à l'occasion de la 6e journée. Sur la pelouse du stade municipal, les protégés de l'ancien international Kasumwet Gawo Diziko ont battu l'AS Sonabel sur le score d'1-0. Retour sur les temps forts de ce match avec Madizongo et Roméo Kuita. Depuis le début du championnat, la prestation de COSAF est faite de désillusions. La faute à une défense qui manque de concentration durant tout le match. C'est toujours le même problème défensif. Aujourd'hui, j'ai une très bonne équipe que j'ai vu aujourd'hui jouer. On a su jouer au football, on a eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées. Maintenant, après, on a eu un problème toujours le même problème de concentration défensive. C'est ça qui nous fatigue. Le 7 octobre, face à l'AS Sonabel, Yves Tapsoba et ses camarades ont décidé de changer leur fusil d'épaule. L'entame est équilibrée avec des opportunités. COSAF trouve le chemin des buts à la 19e minute. Sur un coup franc de Abdourazak Sanou, Achille Yameogo profite de la mauvaise sortie de Armel Souré pour marquer de la tête. Un but à 0, le score à la pause. Dans les vestiaires, Jaurès Bahia demande plus de concentration à ses joueurs pour les 45 dernières minutes. Moi, j'ai plus dit concentration, 0 but. L'objectif, c'est qu'on allait marquer. Notre manière de jouer, forcément marquer. Ça, c'est certain. À la reprise, Bourema Kaboré effectue des changements pour relancer son équipe. Les choses vont se compliquer pour les violets et blancs. À la 66e minute, le capitaine Nourou Souré est expulsé. Ça a forcé quand même notre système de jeu et puis bon, ça a galvanisé aussi l'équipe adverse en face. Les Sonabel s'incline pour la première fois, une défaite qui fait mal. Voilà, on a perdu 1-0, bon, ça fait mal parce qu'il y avait la place pour avoir 3 points ce soir, mais c'est le football, c'est un championnat et il y a 3 résultats. Cette fois-ci, on a perdu, je pense qu'il y a des leçons à tirer et puis il y a un travail aussi à faire pour pouvoir revenir bien la semaine prochaine. On a peut-être négligé l'adversaire en face. Et comme je l'ai dit, depuis le début de la semaine, là, on a travaillé sur le mental des joueurs parce que c'est une équipe qu'on croise, une équipe en difficulté, une équipe qui a un point. Voilà, ils vont s'accrocher sur tout ce qu'ils vont avoir. Malgré la victoire, le technicien de COSAF ne fait pas fine bouche. Première victoire, mais il y a tout du travail à faire. Il y a tout du travail parce que on a 4 points, 6 matchs, c'est pas bon. Donc il faut rester concentré, il faut travailler. Concentré, il faut travailler. Quelle a été la clé ce soir? C'est la volonté, c'est la concentration. 0 but aujourd'hui, c'était l'objectif. 0 but encaissé, on a réussi. Puisqu'on marque chaque match, mais après on encaisse trop. Aujourd'hui, l'objectif c'était 0 but encaissé. Les enfants ont reçu, je rends grâce à Dieu. Pour la 7e journée, COSAF reçoit la SEC et l'AS Sonabel sera face à l'AS Zouane.
En attendant, on met le cap à présent sur la commune de Zabré où l'équipe de FC Angeles vient d'inscrire son nom en lettres d'or sur les pages de la Coupe de la jeunesse de la localité. Le vainqueur qui a croisé les crampons contre FC Gand remporte donc le trophée. Mais au-delà de cette compétition sportive, c'est la cohésion sociale et la résilience à Zabré qui sont célébrées et promues. Bamori Traoré, Roméo Kuita. En finale de la première édition de la Coupe de la jeunesse de la commune de Zabré, l'équipe de FC Angeles affronte FC Gand. Première période de jeu, les deux équipes se neutralisent sur le score d'un but partout. En seconde partie, dans les arrêts de jeu, le capitaine de FC Angeles, Alidou Kemtouré, plie le match par une frappe sur un coup de pied arrêté. FC Angeles remporte ainsi la première édition de la Coupe de la jeunesse. Vraiment, on est très heureux parce qu'au début, on nous menait, mais avec le courage et avec la population, nous supporters, vraiment, on a pu remonter le match. Et c'est très heureux, on est très heureux. Mais sincèrement dit, ils ont mérité. Mais j'ai un mot à dire à l'ensemble de la fédération, surtout les arbitres. Dans un jeu, il faut savoir arbitrer. On ne doit pas choisir un camp pour supporter. Un arbitre n'a pas d'équipe à supporter. Il faut siffler franchement. Par exemple, vous avez remarqué, on a eu un penalty, ils n'ont pas sifflé. Mais bon, c'est le jeu. Ce tournoi entend servir de cadre pour réunir les fils et filles de la commune de Zabré. C'est un moment de cohésion et de partage entre les jeunes. On a pensé à cette activité, c'est pour promouvoir la cohésion sociale entre la population et la jeunesse. C'est dans ce contexte d'insécurité, il faut résister toujours. Il faut montrer au monde entier qu'on résiste. Voilà, il faut mettre les gens ensemble. Voilà, il faut réunir la jeunesse pour éviter le dérapement. Pendant ces périodes-là, nous devons faire preuve de résilience. Et il n'y a pas mieux que le sport, parce que le football est un sport qui est plein de valeurs. Et ces valeurs sont le respect mutuel entre les joueurs et respect des règles du jeu. Ces valeurs aussi sont la tolérance qui amène les joueurs justement à accepter les décisions de l'arbitre, y compris même les erreurs d'arbitrage sur le terrain. C'est autant de valeurs dont nous avons besoin dans notre contexte actuel pour pouvoir non seulement prévenir l'extrémisme violent, mais également faire face au terrorisme qui est déjà là, montrer comment donc nous sommes unis et comment donc nous allons faire pour affronter au cas où l'ennemi va se présenter. Le succès de cette édition a fini de convaincre les autorités locales. Elles s'engagent à accompagner les prochaines éditions de ce rendez-vous de la jeunesse de Zabré. Dans l'actualité internationale, le Niger célèbre l'effectivité du départ des troupes françaises. Les premiers militaires français ont emprunté le chemin du retour sous escorte locale. Pendant ce temps, on apprend que les États-Unis, qui avaient décidé de réévaluer les conditions de leur soutien au Niger, annoncent la suppression de leur aide au pays du général Tchani. On voit tout cela avec nos confrères d'Africa News. Les premiers soldats français ont quitté le Niger dans un convoi sous escorte locale, alors que les États-Unis ont annoncé la suppression de leur aide à ce pays dirigé depuis fin juillet par un régime militaire. Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens dès leur arrivée au pouvoir, et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens, dont environ 1000 à Niamey et 400 sur 2 bases avancées dans l'ouest, à Oualam et à Baré-Baré, au cœur de la zone dite des 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Les États-Unis, qui comptent quant à eux quelques 1100 soldats dans le pays et une importante base de drones à Agadez, ont formellement qualifié la prise de pouvoir par les militaires du 26 juillet de coup d'État et annoncé en conséquence la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique. Fin de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève et à demain pour un autre point de l'actualité. Agréable suite des programmes sur BF1. Bonsoir.